Cette semaine à l'émission, on reçoit le poète, médecin et nomade Jean Désy et on aborde les enjeux éthiques du tourisme. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au voyage. Et nous avons... Pour alimenter cette discussion sur le voyage, nous avons la joie d'accueillir sur notre plateau Jean Désy. Bonjour Jean. Allô. Vous êtes poète, médecin, auteur de plusieurs livres, des dizaines, hein, je pense, en tout cas quelques-uns. Et vous êtes aussi un grand nomade devant l'éternel. Vous voyagez souvent. Oui, mais c'est certain que j'aime ça, me faire traiter de nomade, parce que j'ai compris assez tard que j'étais un nomade, mais c'est grâce aux Inuits et aux Cris. Les Inuits sont moins totalement nomades, mais en ayant contact, c'est une chance dingue dans ma vie de médecin, grâce à la médecine sur la Côte-Nord avec les Inuits, et les Cris à la baie James sont totalement nomades, ces gens-là. Comme j'ai jamais vu de peuple nomade. Moi, j'ai pas vécu avec les Touaregs ou avec les Roms, là. Donc, j'ai compris que moi, j'étais un nomade, et ça me donne une joie folle d'être avec des nomades, parce que, quelque part, l'état d'esprit est le même. Jamais de ma vie, j'aurais rien contre les sédentaires. Les sédentaristes, il y a des cultivateurs qui passent 364 jours par année autour de leur ferme, mais les nomades, et moi, c'est certain que essentiellement, mon esprit, ma vie, ce qui me met en joie, c'est d'être en état nomadique. Vous vous identifiez clairement à cet esprit, ce mode de vie-là. Ouais. Je suis prêt à me sédentariser 3 mois pour enseigner parce que j'aime mes étudiants comme un fou ces années-ci, là. Mais il y a des limites, pas après 3 mois. Mais puis, même pendant cette sédentarisation, là, souvent, je pars en voyage pareil, là, puis en même temps, il y a des grands voyages, il y a des expéditions, puis il y a des petits voyages. Comme là, j'ai fait un camp littéraire de brousse, ça fait la semaine passée, on était 14, pendant 50 heures dans le bois. Voici une espèce de nomadisme. C'est un voyage, mais plus minuscule, mais c'est un voyage quand même. On aura l'occasion d'aborder tout ça et bien plus encore dans les prochaines minutes. Merci encore d'être avec nous, Jean. On reçoit aussi une collègue, une habituée de l'émission, Stéphanie Grimard. Bonjour. Allô, Antoine. Journaliste pour Le Verbe Média. T'as-tu beaucoup voyagé, toi, dans ta vie? Quand même, plus jeune, adolescente, j'ai fait 2 voyages assez significatifs là, à la fin de mon secondaire qui m'ont énormément marqué. Puis, où t'es allée? Au Mexique, c'est pas indiscret. Okay. À 16 ans, puis en Suède à 17 ans pendant 2 mois. Wow. Puis plus tard aussi, pendant mes études, j'ai fait un séjour en Allemagne. Fait que oui, je me suis promenée un peu. Et aujourd'hui, tu nous présentes une espèce de topo, de regard un peu plus sociologique. Sociologique, anthropologico-philosophique. OK, tout ça mélangé. Tout ça, oui. Quelques réflexions sur le voyage, oui. Très hâte de t'entendre en deuxième segment. Merci, Stéphanie. Et Simon Lessard, bonjour. Bonjour, Antoine. Ça faisait un bout qu'on t'avait vu. Ça faisait longtemps, je m'ennuyais. T'étais-tu parti en voyage? Ou... Non, pas tant que ça. J'étais parti dans un autre décor, faire une autre émission. Donc, j'anime les verbomoteurs qu'on peut écouter sur différents canaux, YouTube, Radio-VM, Radio-Galilée, C'est les Lumières. Donc... Une espèce de revue d'actualité hebdomadaire où on fait le tour des grands titres avec un regard particulier, un regard d'espérance. On essaie d'avoir un regard différent des grands médias habituels, puis un regard qui intègre l'héritage de la pensée chrétienne depuis 2000 ans aussi, dans notre lecture du monde d'aujourd'hui, de l'actualité. Ça doit être intéressant, j'ai envie d'y aller. Tu y participes au moins une fois sur 2, hein? Alors, Simon, toi, aujourd'hui, tu voulais nous proposer une espèce d'analyse comparative, là, pour utiliser des gros mots. J'ai pensé qu'on abordait un type de voyage très particulier qui est le pèlerinage. Ouais. Donc, j'ai fait quelques grands pèlerinages dans ma vie et je trouve que c'est un voyage quand même différent. C'est pas tout à fait pareil que de partir dans un tout inclus dans le sud ou simplement d'aller dire on va aller visiter les grands monuments en France, des choses comme ça. Et donc, c'est ça, de réfléchir à qu'est-ce que le pèlerinage a de propre comme voyage. Vous avez déjà fait des pèlerinages ici, Stéphanie? Ouais? Moi, j'ai eu l'occasion de suivre des pèlerins, pas faire un grand pèlerinage au complet, mais quelques jours dans Charlevoix cet été à l'occasion d'un article. Sur le chemin de Kapoa, on peut d'ailleurs te lire sur leverbe.com. Ouais, c'est un très bel article. C'était une courte incursion, mais m'avait bien marqué. J'avais beaucoup aimé côtoyer ces gens-là qui font des... Assez pour te donner envie d'en faire un éventuellement? L'été prochain, ça serait dans mes plans. J'aimerais ça. Jean, des pèlerinages, vous en avez sûrement en fait, mon premier pèlerinage à vie, c'est il y a 2 ans, sur un petit bout de Compostelle.
J'avais jamais vécu le pèlerinage pour vrai sur le Camino. Il était temps. Puis toute ma vie, j'ai voyagé pas mal, j'ai été gâté. Mais tout à coup, j'aime ça profondément qu'on fasse des différences entre le pèlerinage et le voyage, bien que certains voyages deviennent des pèlerinages, et que faire un pèlerinage, ça peut être un voyage, puis en même temps, on peut décider de passer 3 semaines à Rocamadour, puis là, tout d'un coup, on se sédentarise dans le lieu du pèlerinage. Mais en tout cas, c'est intéressant, l'esprit pèlerin. Puis en même temps, bien là, Compostelle, là, j'ai découvert ça. Je suis retourné 3 semaines au mois de mai l'année passée. Puis je pense que si la vie veut, je pense que j'ai envie d'aller sur des bouts de Compostelle toutes les années, là, particulièrement au mois de mai. Au mois de janvier, ça se pourrait se faire aussi, puis pas au mois de juillet. C'est trop chaud, hein? C'est pas trop chaud, il y a trop de monde. Mais le pèlerinage, le mot pèlerinage me semble remarqué. Puis je pense que c'est nouveau dans ma vie que je prends conscience de l'extraordinaire différence entre le pèlerinage et le voyage. Ça sera l'occasion d'ailleurs dans ton segment, Simon, en fin d'émission, de faire toutes les distinctions qui s'imposent. Merci beaucoup, en tout cas quelques-unes. Oui, on verra. Et ben, de montrer aussi, comme le disait Jean, que la frontière peut être poreuse entre les voyages en général et le pèlerinage. Souvent, il y a des pèlerins qui deviennent touristes, mais il y a aussi des touristes qui peuvent devenir pèlerins. Merci, Simon. Jean Désy, bonjour et bienvenue On n'est pas du monde. Ça me fait grand plaisir. Ça me rend heureux d'être ici avec vous. Ah, génial. Nous aussi, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes médecin, poète. Vous avez publié, je le disais plus tôt, plusieurs livres, dont des recueils de poésie. Vous êtes une sorte d'inclassable. Hein? On se disait le mot là, entre nous dans l'équipe. Comment qualifier cet homme qui a tellement de cordes à son arc? Mais vous utilisez vous-même un mot, un terme pour vous qualifier, qui est celui de nomade. Et même des fois de vagabond. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est une immense question là, à laquelle je pourrais m'arrêter pour 23 minutes. Là, mais le vagabond est un mot particulier. Arrêtons-nous au mot nomade d'abord. Oui. Mais moi, j'ai découvert sur le tard que j'étais un nomade, comme je disais, parce que ma chance immense ça a été d'avoir un contact et de continuer à avoir un contact avec des nomades puissants au Québec qui sont des Inuits et des Cris. Il y a toutes sortes de nomades. Je pense que le Canadien-Français moyen qui a envie de partir avec son Winnebago en Floride... il y a quelque chose de ça aussi. Il y a un état de nomade. Le cégepien qui part avec son sac à dos en Europe. Tout à fait. Puis mes fils, moi, qui sont partis pendant 1 an travailler dans l'Ouest, planter des arbres, voici un voyage nomade en partie. En tout cas, mais le nomadisme, la fonction nomade, puis là, bien, j'ai quand même découvert certains textes qui m'ont aidé, est une fonction psychique qui est... Je pense que la moitié des humains ont un trait nomade plus développé que le trait sédentaire. Et jamais de ma vie, je voudrais dire que les nomades sont meilleurs que les sédentaires, mais si on veut faire une référence, là, entre Caïn et Abel, il y avait une chicane entre un nomade et un sédentaire. Tiens, j'arrête. Il y a 2 archétypes, en tout cas, puis c'est intéressant que vous parliez de la Bible. Nomadique, puis le meurtrier, c'était le nomade ou le sédentaire? Dans l'histoire du monde, j'ai le sentiment profond que les sédentaires, petit à petit, se sont appropriés la terre, ont fait pousser des choses pour nourrir le monde. Un nomade, par définition, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est que les nomades, dans leur histoire, chassaient et pêchaient, puis ils se promenaient. Les Inuits passaient des années à aller dans le Nuu-Chimit avec les femmes enceintes qui accouchaient à 800 km au nord de cette île-là. Puis, à quelque part, le nomade, par essence, ne se sédentarise pas vraiment et il n'est pas fait pour faire pousser beaucoup de maïs. Comme moi, j'ai appris récemment que les Wendat et les Mohawks sont plus sédentaristes que les Cris ou les Inuits. Puis il faisait pousser du blé d'Inde, du maïs. J'arrête là. Mais la fonction nomade est une fonction psychique. Il y a des archétypes nomades. Et je pense, moi, qu'un peuple comme le nôtre ne peut pas oublier les valeurs nomadiques parce qu'il y a des limites à une sédentarité ou à un sédentarisme qui finit par tuer. Puis en même temps, là, j'aurais bien des choses à dire. Le monde du web, qui est devenu... qui est très utile, mais qui contamine la psyché de beaucoup de monde, dont les ados, permet de nomadiser, mais en bougeant pas. On sent que la psyché humaine a besoin d'être en voyage, en mouvement, mais il y a des limites à passer 72 heures. Ça arrive dans certains groupes, là.
Il y a des ados qui perdent connaissance après avoir fait 80 heures de web. C'est intéressant, ce parallèle-là, parce que les furteurs ou les applications qui nous permettent de voyager, de naviguer sur le web, ça s'appelle Navigator, ça s'appelle Explorer, ça s'appelle Safari. Ça fait appel à l'univers du voyage. On a l'impression qu'on visite le monde entier, alors que c'est un leurre. Puis en même temps, ça peut être utile. Puis en même temps, c'est trippant. Puis d'aller voir un film qui se passe en Amazonie, moi, est-ce que j'ai envie d'aller en Amazonie? Non, j'aime mieux aller mourir en Antarctique ou à moins 40 dans le Grand Nord au Nunavik. Mais voici une manière de voyager, le cinéma ou le web. Mais l'univers nomade est un univers important. Se rendre compte que des psychés nomades et faire découvrir à quelqu'un, un étudiant, une étudiante à qui on jase, que son nomadisme intrinsèque n'est pas une maladie. C'est que si par hasard, moi j'enseigne en médecine, là, puis j'ai souvent des étudiants en littérature, mais qui ne sont pas seulement en médecine, mais à 21 ans, quand tu découvres que ta fonction nomade est prépondérante, mais quand tu, comme aîné, moi j'ai 50 ans de plus vieux que mes étudiants, je commence à être fatigué en crime d'être vieux, quand tu lui dis, peut-être que là, ça vaut la peine que tu saches que voyager va être important pour toi. C'est que là, si tu t'inscris dans une clinique, puis que là, tu es pogné là pendant 33 ans de temps, peut-être tu vas être malheureux, peut-être. C'est que si tu découvres un jour que ta fonction nomade est prioritaire, branche-toi sur Médecins sans frontières. Promène-toi. Simon? Bien, des fois, ça évolue, hein, parce que moi, quand j'étais jeune, je voulais voyager, puis j'avais toujours le goût d'explorer le monde. Puis j'étais encore jeune, mais un petit peu moins. Et puis on dirait qu'en vieillissant, c'est l'inverse. Les voyages me pèsent. Je préfère investir dans les relations à long terme autour de moi. Puis j'ai comme découvert que l'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs, même si, bon, il y a un certain intérêt de curiosité là, qui demeure. Ben, moi, je trouve ça... En fait, ce qui serait idiot, c'est de dire « Vive les nomades ». Moi, je suis un Inou. Vive les Inuits. Puis les autres, là, les cultivateurs qui font pousser des patates là, dans l'Estrie, là, on est contre eux autres. Non, c'est pas de même, ça marche. Mais la psyché, moi, mon maître à penser, c'est Jung. La psyché est faite de contradictions. Il y a des êtres qui sont nettement plus animus, d'autres plus anima. Il y a des êtres qui sont plus nomades, d'autres plus sédentaires, et que ça varie dans l'histoire de la vie, qu'à 16 ans, on a envie de courir le monde, mais qu'à 26 ans, on s'arrête. Tout peut avoir une qualité dans la mesure où on reste en harmonie et en joie. Mais si, tout d'un coup, à 42 ans, parce qu'on a un travail stable, on est pris là jusqu'à l'âge de 56 ans à la retraite, puis on est malheureux, c'est pas fort. J'arrête là, c'est trop facile à dire, mais si tu es mu par une espèce d'envie de vagabonder, il y a des gens qui partent avec leurs 3 enfants, ils s'achètent un vieux voilier, puis ils partent pour 2 ans faire le tour de la Terre. Est-ce qu'ils meurent en chemin? Ils prennent des risques, mais voici un état nomadique rare, mais extraordinaire. Mais vous avez découvert ça, que vous aviez ce trait-là très fort dans votre personnalité, dans votre identité même, récemment ou c'est là depuis le début? En fait, j'ai lu il y a une vingtaine d'années en lisant certains auteurs. Puis en même temps, toute ma vie, moi, sans trop en prendre conscience, je me rendais compte qu'en voyage, ailleurs, en déplacement, en expédition, pas toujours dans un autre pays, mais j'ai fait le tour du Québec en skidoo avec un ami mécanicien parce qu'on voulait devenir riche et célèbre. En 92. Fait que là, on est parti. Ça a fonctionné, vous êtes On est parti de Québec, on est monté tous les deux en skidoo, on est monté à Pauvre-Nétouk. Puis là, moi, je travaillais déjà dans le Grand Nord. On a traversé avec 2 guides inuits jusqu'à la baie d'Ongava. Puis là, on s'est rendu à Kuujjuaq. Puis là, il y avait un journaliste qui nous suivait. Puis tout d'un coup, là, à partir de Kuujjuaq, on n'a pas trouvé de guide, pour toutes sortes de raisons. J'ai écrit un livre là-dessus, Voyage au Nord du Nord, pour faire l'apologie de mon ami mécanicien. Puis on a manqué de gaz entre Kuujjuaq et Shefferville. 10 jours, pas de gaz, pas de téléphone. J'avais une carabine. Ouf! Puis il y avait un 3e gars avec nous autres qui était fatigué. Fait que finalement, j'ai rêvé qu'il y avait de l'essence en dessous d'une chaloupe. On a trouvé de l'essence, puis on est revenu avec une motoneige à Kuujjuaq. Voici le plus grand voyage difficile, dangereux de ma vie. 2 mois et demi dans la toundra à moins 30, moins 40. Un voyage. Mais aïe que je m'en souviens. Puis surtout, ce que je retiens, c'est l'immense harmonie avec mon ami Jean-Benoît, mécanicien, fort de même, là, avec des petites bottes d'enfant là, à moins 30. Mais je suis content de ne pas être mort. Si j'étais mort dans ce voyage-là, ça aurait été grave. J'avais 4 enfants, puis j'ai dit à la mère de mes enfants, une semaine avant de partir, je m'en vais en voyage, je m'en vais dans le Grand Nord, je pars en skidoo, puis si je meurs, bien là, tout est à toi. Elle a dit, ben bon voyage. Voici une expédition qui me tentait. Pourquoi? Ouais. Il y a un élément d'irrationalité lié à l'expédition, même la petite excursion,
parce que tout ne doit pas être rationalisé, bien qu'il y ait des limites à partir avec un skidoo qui va mourir 2 semaines après parce qu'il est trop vieux. Mais il y a un élément, j'ai beaucoup réfléchi aussi sur la valeur de l'irrationalité. Moi, je suis un irrationnel, c'est Jung qui me l'a appris, de type intuitif. Donc, j'avais l'intuition que ça valait la peine de partir. Puis là, j'ai pu écrire un livre. J'ai écrit un roman qui est la suite de mon voyage quand on a manqué de gaz à mi-chemin de Coudray, Shefferville, qui s'appelle Le Coureur de froid. Et là, j'invente un personnage qui se plante puis qui ne meurt pas, puis qui arrive à Shefferville. Puis donc, par un roman, une fiction, j'ai pu poursuivre mon voyage qui ne s'est pas terminé dans le vrai. Mais qu'est-ce qui est le vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Puis en même temps, là, j'ai fait des rencontres avec des Inuits, les 2 guides qu'on a eus pour traverser de la baie du Thon à Vilangava, hallucinant. Mais donc, vous parlez beaucoup justement des Inuits, des premiers peuples qui sont pour certains très nomades, là, que c'est même un élément constitutif de leur culture. À quel point c'est inscrit, j'oserais dire, dans nos gènes, nous comme Canadiens français ou comme Québécois, cet élément-là de nomadisme. Vous l'avez un peu évoqué un peu plus tôt, mais il y a quelque chose de l'appel du large, des territoires à explorer. Moi, je pense qu'il faut le rappeler. Oui, c'est ça, parce que ça a été étouffé par le monde dans lequel on vit. C'en est archi-planifié. Je pense qu'on est dans un monde sédentariste puissant qui a des qualités. Bien sûr. Mais la sédentarité proposée, ça s'appelle « reste chez vous, fais-toi livrer de la nourriture, reste tranquille, sois en sécurité. » Le rapport au risque, c'est ça, la sécurité. Puis là, tu vas vivre vieux, puis à 84 ans, tu te feras euthanasier. Je caricature, là, mais c'est comme ça que je parle à mes étudiants. La fonction nomade des Canadiens français qui ont été profondément animés par le monde autochtone quand ils ont eu un contact au 16e siècle, 17e siècle, 18e siècle, est majeure. De pas oublier notre fonction nomade comme groupe est important. Puis, est-ce que je dois juger, moi, des 500 000 Québécois qui s'en vont en Floride avec le Winnebago à l'âge de 55 ans pour nomadiser? Pas du tout. Mais quelque part, je pense que de ne pas oublier que cette fonction nomade nous est issue de marins. Mes racines sont normandes. Puis aussi d'Autochtones. Comme l'humour québécois est profondément animé par l'humour inou, ça, je ferais une thèse là-dessus, là, parce que j'ai la chance de soigner puis de côtoyer des Inuits à Côte-Nord quand je vais travailler là. Puis la folie humoristique inou est proche de... C'est pour pas rien que 50 des shows au Québec, c'est des humoristes, là. Il y a des liens, mais est-ce qu'on doit les travailler? En tout cas, c'est qu'on sent que le nomadisme fait partie de certains de nos traits. Un des problèmes qui donne de la tristesse, c'est d'avoir une fonction nomade qui est là, qu'on peut utiliser, mais qui est annihilée par une société sédentariste qui dit non, tu voyageras quand tu seras à la retraite, quand tu auras 58 ans. Mais là, la moitié du monde qui n'a pas eu 58 ans, après 30 ans de travail, quand ils sont tristes, ils font un cancer puis ils meurent 3 mois après. Je caricature, là, mais ça arrive, oui. C'est plate, là. Oui. Quand tu es prêt à voyager, tu meurs. Ou bien, comme Simon, quand on est plus jeune, quand on est au cégep, là, c'est le temps de voyager, puis là, on est animé par ça, puis on a l'énergie, puis moins d'attache, moins d'engagement. Je suis curieux, Jean Désy, je vous entends, puis ça semble très intégré pour vous, la médecine, la poésie, la littérature, le voyage. Comment ces 3 univers-là se nourrissent mutuellement pour vous? Bien, c'est une question qui me touche. Puis en même temps, jamais de ma vie, je voudrais faire le prétentieux, mais j'ai jamais accepté de faire de la médecine si ça ne me convenait pas. Ma mère, que j'ai aimée comme un fou qui se prenait pour la poune, m'a dit toute ma vie, quand j'étais ado, fais ce que tu voudras. Mais en même temps, c'est un métier qui me permet de gagner ma vie, qui me permet de payer des voyages. Je suis allé 5 fois en Nouvelle-Zélande parce que ça coûte un petit peu de fric. Mais faire de la médecine, en ce qui me concerne, loin, dans mon pays, au Nunavik, c'est le lieu où j'ai été le plus heureux. En avion, il faut se rendre, il n'y a pas, à moins qu'il y ait en motoneige. En motoneige, oui, c'est ça. Avec des Inuits, puis aussi des collègues, des travailleurs sociaux, puis des infirmières québécoises. Ça m'a rendu fou de joie. Parce que là, quand tu es au Nunavik, tu es pas mal plus loin que quand tu es à Paris. Clairement. Je regrette, là. Puis quand tu pognes un blizzard de 3 jours à moins 35 à Salouit, aïe aïe. Puis c'est au Québec. Il y a une région Inuit, le Nunavik, qui prend 30 du territoire québécois, qui est québécoise, j'ose le dire, mais je ne suis pas en train de parler contre les Inuits, puis Inuit, puis original, avec une langue particulière. Avec là, le sentiment d'être en voyage, quand tu gagnes ta vie là, le dépaysement est total. Puis en même temps, moi, dans ma vie,
le moment où j'ai eu le plus grand... L'instant de mysticisme où j'ai senti que mon âme volait, c'est le 2 janvier 90, quand je me suis posé dans la toundra pour Inuktitut pour la première fois. Et c'est comme si j'y avais rêvé. Moi, mon maître à penser, c'était Louis de Monthamelin, le père de la nordicité, là, le géographe. Et là, dans la toundra, dans cet immense univers pas d'arbres, je me suis senti chez moi comme jamais je m'étais senti. Puis là, bien, vraiment, je l'ai dit dans plein de poèmes, mon âme a volé. Jamais j'ai senti... J'ai senti ça un peu en haute montagne. Je me suis mis à faire de la montagne. J'ai fait le Mont Blanc. Je suis allé dans l'Himalaya pour retrouver la toundra, mais à la verticale. Ouais. C'est moins compliqué de se rendre au Mont Blanc puis d'aller que de décider que tu t'en vas dans la toundra. Ouais. Puis il y a un jeune homme, là, Samuel Marcon, qui s'est rendu plusieurs fois dans la toundra à partir du sud, là. Voici un lieu à découvrir, profondément nomadique dans son essence, où il y a 16 000 personnes dans un territoire immense. C'est que probablement que la chance que j'avais, c'est de pouvoir y aller en ayant un remboursement des frais de déplacement grâce à la médecine. Puis en même temps, bien, d'être là, puis la joie totale, c'est de dire, il faut que tu ailles en skidoo, là, parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé, là, il est à 100 km, on part une gang, là, et il pâtèche. Ça, c'est trippant. Je dirais, soigner du monde quand... Ou aller le chercher en avion, là, puis se poser dans la toundra. Là, puis... Quelle aventure! Bien, mélanger l'aventure réelle avec le voyage, avec le travail, dans un état d'harmonie, avec un groupe. Les Inuits sont probablement un des peuples que j'ai le plus aimé dans ma vie. Ils souffrent beaucoup, là. Il y a des difficultés majeures depuis quelques décennies, pour toutes sortes de raisons. Mais dans la toundra, les pêcheurs, les femmes âgées comme les jeunes, c'est fou, là, la qualité qu'ils ont. Puis, bien, ça m'a nourri à ce point que, en fait, si j'écris de la littérature, je dis de la littérature, c'est entre autres à cause du Nord, à cause de l'espace, à cause des voyages. Sinon, moi, jamais je pourrais écrire sur le centre-ville de Montréal. Je serais incapable d'écrire quoi que ce soit. Puis là, je dis pas ça. Je veux dire, Michel Tremblay a écrit sur Montréal, là, mais moi, ça m'a jamais animé. J'ai eu envie d'écrire pour partager des sentiments d'extase ou de joie ou d'harmonie que j'ai vécu en voyage dans mon pays ou ailleurs, mais sur le mode nomade. Vous êtes d'ailleurs un des représentants de ce courant-là, de la nordicité, là, des écrivains qui ont pour matériau de base le Nord. Simon? Non, mais j'écoutais M. Désy, puis je me disais que je trouve qu'il y a un rapport entre le fait d'être nomade ou voyageur, puis le fait d'être conteur aussi, ou écrivain. Dans les deux cas, il y a un mouvement, il y a le rapport au temps. Et c'est pas pour rien, je pense que souvent, en voyage, on va écrire des carnets de voyage, on a le goût de raconter son voyage. Et puis, je pense que c'est vraiment, tu sais, ça, c'est dans la narration, hein, il y a vraiment un mouvement comme dans le déplacement. C'est vraiment intéressant, ça. C'est la première fois que j'en prends conscience comme ça, mais une narration, certains textes littéraires, moi, je suis comme un fou, je fais lire Hamlet à mes étudiants, là. C'est particulier, Hamlet, c'est un vrai chef-d'œuvre, là. Mais une narration, c'est un type de voyage. Voyager avec Hamlet dans son univers sombre qui devient tragique à l'os. Fais attention de ne pas devenir fou dans le labyrinthe. Bien là, c'est intéressant de savoir que là, on a affaire à une pièce de théâtre, c'est shakespearien, puis on n'est pas obligé de vivre ça, là, tu sais. Si tu es amoureuse de Hamlet, là, ben, tu n'es pas obligé de te suicider à la fin, là, en tout cas. Mais puis est-ce qu'elle se suicide ou est-ce qu'elle perd pied, là, en tout cas. Mais c'est ce que permet la littérature, faire un voyage à peu de frais, là, finalement. Ouais. Ah ben, à peu de frais, en apparence, mais une exigence avec quand même. d'énormes frais, parce qu'il y a certaines littératures qui t'amènent dans des zones extraordinairement difficiles, même dangereuses. Moi, je pense que, je dis à mes étudiants, moi, un adolescent de 17 ans qui est tout seul à lire du Nietzsche, comme Ainsi parlait Zarathustra, attention, sois accompagné parfois, pas tout le monde, mais si tu n'es pas accompagné pour certaines littératures, nietzschéennes en particulier, ouf! Le voyage mental peut être assez dramatique. Comme besoin d'un guide dans le voyage, des fois. Bien, il y a sans guide, il y a certains textes puissants qui peuvent te rendre... Puis, je veux dire, Dostoïevski, pour moi, c'est le Jean-Sébastien Bach de la littérature. Plonger dans les possédés de Dostoïevski tout seul, quand tu as 16 ans, puis il me semble que tu as une période difficile, ça peut être dramatique, là. Je veux dire, je ne suis pas en train de parler contre la littérature, là, mais il y a des guides en haute montagne qui sont nécessaires si tu ne veux pas mourir, là. Tu sais, faire l'Everest sans guide, il y en a qui le font. Mais en général, c'est précieux un guide. Puis ça n'enlève rien à la beauté, à la grandeur de la montagne que de dire ça. Donc, même chose pour la littérature. Mais en même temps, c'est ça. Il y a des zones où on ne peut pas se permettre, sauf exception, de ne pas être guidé.
Jean Désy, vous évoquiez il y a 2 minutes là, l'effet qu'a fait la toundra sur votre âme, l'élévation, le moment mystique que vous avez vécu là, on peut le dire. Une dernière question là, pour vous à ce sujet. Le voyage, c'est souvent un moment de rencontre. Est-ce que... comment les voyages ou votre mode de vie nomade a pu alimenter votre vie spirituelle ou permettre des rencontres, ou même la rencontre avec un grand R? J'aime ça beaucoup comme question parce qu'encore là, elle est complexe en ciboulette. Mais la rencontre avec un grand R, c'est vraiment une rencontre avec soi-même et avec l'âme du monde. Moi, j'aime beaucoup parler de l'âme, mon âme, donc l'union de ma psyché et de mon soma. C'est William Blake, un poète anglais, qui m'apprend ça. Donc, je suis une âme qui rencontre des âmes. L'âme du monde, ça, c'est Giordano Bruno. J'aime beaucoup parler de l'âme du monde. Cette espèce d'entité beaucoup plus vaste que toutes les âmes humaines réunies. Et la rencontre, pour moi, se fait en général en déplacement, en nomadisme, en excursion, en canot dans la Rivière-Bras-du-Nord ou à Paris, ou quand j'ai traversé l'Atlantique en voilier, j'ai pris 2 mois là, avec un capitaine, là, puis j'ai lu 20 000 pages de texte. Là. Quand tu traverses l'Atlantique en voilier, tout ce que tu fais, tu tiens la barre pendant 2 fois 3 heures, après ça, tu lis, si tu es capable. Mais... Maintenant, il y a des livres audio. Oui, je le sais. Mais en tout cas, donc la rencontre, pour certains nomades, se fait particulièrement en état de voyagement. Il y a des gens sédentaires qui ont des qualités sédentaires, qui sont capables de se rencontrer et de rencontrer. Il y a des moines, Ben oui. Il y a des gens en monastère qui, dans le silence, se rencontrent de façon intense. Jamais de ma vie, je n'irais ça. Mais moi, est-ce que j'ai la capacité ou la volonté ou je voudrais devenir un moine? Oh mon Dieu Seigneur! Vipassana, j'ai une amie qui l'a fait 8 fois, là. Pas certain, moi, que j'ai envie de passer 10 jours sans parler, sans écrire, sans lire. Oh! Mais en tout cas, une fois que j'ai dit ça, on sent que voici une activité plus sédentariste. Mais la rencontre avec soi-même, c'est que moi, sans le voyage, sans les expéditions, même dangereuses, mon sentiment, à ce moment-ci, c'est que j'aurais passé à côté de ma vie, je serais triste. J'ai été travailler chez les Maoris en Nouvelle-Zélande grâce à ce métier-là. J'étais parti pour 1 an, j'étais avec ma fille de 16 ans, puis pour toutes sortes de raisons techniques, je suis parti après 3 mois et demi. Mais le plus grand voyage de ma vie, c'était avec une fille de 16 ans, ma 3e, chez les Maoris, qui sont des nomades. Les Maoris néo-zélandais, là, ça ressemble à des cris. Puis donc, puis après ça, bien, sans mon état d'être, un jour, j'ai eu la chance d'aller travailler à Moscou pour la mafia russe comme médecin dans une clinique qui avait été fondée par un Québécois. Toute une chance. Bien, je veux dire, mes étudiants ne me croient pas ces années-ci que j'ai travaillé à Moscou 2 fois pour la mafia russe, mais c'était un ami ukrainien d'origine dans le Nord qui devait y aller. C'est que là, je me suis retrouvé à Moscou, j'ai embarqué dans une ambulance, puis là, j'ai pu faire de la médecine. Puis là, bien, je suis allé voir, la première période, je suis allé voir 21 spectacles. Il y a 197, ouais. Il y avait 12 orchestres symphoniques, 100 orchestres de chambre, 10 grands ballets à Moscou. J'ai vu le ballet Gisèle pour 1 pièce dans le ballet du Kremlin. Aïe, aïe. J'arrête là. J'ai l'air de faire mon SMAT, là, mais j'ai profité du métier que j'avais. Puis la deuxième fois que je suis allé, ils ne m'ont pas payé. Ça, c'est la technique russe. J'avais payé mon avion, mais ils ont dit « Hey, vous ne me payez pas? » J'ai dit « Non. Ben, je m'en allais, il dit ça, va t'en. » Jean Désy, on savait d'avance qu'en vous invitant sur notre plateau, on serait abondamment nourri d'anecdotes toutes plus divertissantes les unes que les autres, mais aussi très profondes. Merci beaucoup de nous avoir partagé quelques bribes de vos innombrables voyages. On poursuit la discussion avec nos collègues. Je rappelle que vous êtes médecin, poète, auteur, mais surtout vagabond devant l'Éternel. Jean Désy, merci beaucoup. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour. Bonjour. Stéphanie, tu as décidé d'enquêter sur les habitudes de voyage de nos contemporains, mais aussi sur leur motivation, sur ce qui les pousse à voyager. Mais avant de creuser un peu de ce côté-là, dis-nous, est-ce que les gens bougent encore? Bon, Jean Désy, clairement, il bouge encore, là, mais depuis la pandémie, ça avait diminué pas mal.
Qu'en est-il aujourd'hui? Bien, c'est ça, on est presque revenu au même chiffre qu'en 2019. 2019, c'était une année record pour les voyages, pour le nombre d'arrivées de touristes internationaux. On était à 1,4 milliard. Ensuite, il y a eu évidemment le creux avec la pandémie. 2021, on était autour de 450 millions. Et là, on est remonté à 1,3 milliard en 2023. Donc, tout près du record de 2019. Exactement. Donc, c'est vraiment revenu de plus en plus à la mode. C'est sûr que là, on ne compte pas les voyages intra-frontières qui sont aussi, eux, de plus en plus nombreux parce que les gens voyagent plus proches, comme c'est un peu moins coûteux. Mais, et puis ça génère beaucoup d'argent aussi. Il y a toute une industrie du tourisme. On dit que les recettes générées par le tourisme international, ça équivaut à peu près à 1 400 milliards de dollars par année en 2023. Puis, ça rapporte aussi, mais ça a un coût. Évidemment, ça a un coût écologique assez important. Parce que les gens voyagent de plus en plus en avion aussi. C'est devenu de plus en plus courant. Parcourent des grandes distances, même si je disais tantôt qu'on a tendance à voyager plus près. Mais les voyages en longue distance, c'est aussi quand même très, très courant. Donc, c'est le rapport du groupe d'experts du tourisme sur le changement climatique qui nous a expliqué il n'y a pas longtemps que près de 10 % des émissions de gaz à effet de serre provenaient de l'industrie touristique. Donc, c'est ça, c'est un peu le côté moins intéressant du voyage parce que ça a évidemment des effets sur les lieux, sur les paysages, sur les endroits, mais sur les cultures aussi. Il y a des gens qui délaissent leur lieu d'habitat parce qu'il y a trop de touristes, puis il y a quand même beaucoup de problèmes liés à ça. Oui, il y a certaines régions où les paysans vont être tentés de délaisser leur terre pour aller travailler dans un pôle touristique. Aussi. Il suffit de regarder le Vieux-Québec ou, j'imagine, le centre-ville de Venise pour voir qu'il n'y a plus de vrais habitants dans ces quartiers-là. Venise est un excellent exemple. Il y a plus de 20 millions de visiteurs qui viennent à Venise pour une ville d'à peu près 60 000 habitants qui fait 900 hectares à peu près. Donc, c'est ça. Des fois, on arrive à des aberrations un peu comme ça. Puis il y a un mouvement aussi. Il y a les gens des villes. À Barcelone, il y a eu un mouvement assez fort aussi contre les touristes. Contre le surtourisme. Contre le surtourisme, oui. Donc... Qu'est-ce qui motive les gens à voyager? Parce que moi, Venise, aller au milieu d'une marée de 20 millions de touristes, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préférerais peut-être aller justement sur Internet pour voir des belles photos de Venise. Ça pourrait me satisfaire. Je regarde Jean parce qu'on en parlait tout à l'heure. Stéphanie, qu'est-ce qui motive les gens à se payer un billet d'avion, se taper l'aéroport, les douanes, pour aller voir quelque chose qu'ils pourraient voir autrement? Mais je dirais qu'il y a comme deux raisons. Il y a comme deux mouvements dans le voyage. Il y a le fait d'aller vers l'autre, d'aller voir le nouveau, l'inconnu, autant les différents paysages qu'on n'a jamais vus, mais aussi les gens qu'on ne connaît pas, aller vers l'autre. Mais il y a aussi une volonté de se rencontrer soi-même, de redécouverte de soi. Fait que c'est un peu les deux. Mais en gros, c'est surtout motivé par une envie de sortir de son quotidien, sortir de ses habitudes, de sa zone de confort, comme on dit souvent, d'aller se dépayser. Une sorte d'envie aussi de perdre tous nos repères pour des fois se réinventer. Et, des fois, on dit qu'on va se retrouver quand on va voyager, mais on peut aussi carrément se trouver, devenir quelqu'un de différent par le voyage. Fait que cette volonté-là, il y en a qui parlent d'un genre de reset identitaire. Tu te dis, bien là, tu arrives dans un nouveau lieu, personne ne te connaît, personne n'a d'attente envers toi, tu n'as pas de réputation. Donc, c'est comme se recréer à partir de rien. Sauf qu'il y en a qui profitent des voyages pour adopter des comportements pas très éthiques aussi en se disant « Ah, ben justement, ici, je ne suis pas très connu, je vais me permettre des choses que je ne me permettrais pas à la maison. » C'est vrai, il y a une grande liberté dans le voyage. Hein? Il y en a qui se sentent exister encore plus fort puis qui peut-être justement profitent de cette nouvelle liberté-là pour dépasser les bornes de ce qu'ils feraient normalement à la maison. Mais il y a une belle phrase de Montaigne qui dit « On voyage pour frotter et limer sa cervelle sur celle d'autrui. » Fait que c'est beau, hein? C'est Montaigne qui dit ça. Mais donc, ça prend cette curiosité-là, cette volonté d'être dérangé, d'être bousculé dans ses habitudes. Une autre belle phrase, j'ai trouvé plein de belles phrases dans mes recherches. Vas-y. Ça vient de Baudelaire qui a écrit un poème qui s'appelle « Le voyage ». Il parle de cette curiosité-là. Il dit « Tu connais cette maladie fiévreuse qui s'empare de nous dans les froides misères, cette nostalgie du pays qu'on ignore, cette angoisse de la curiosité. » Donc, pour lui, il y a quelque chose d'angoissant, mais c'est ça, c'est une peur, mais qui vient motiver aussi le désir d'aller ailleurs. Ouais. Ça vous rejoint les mots de Baudelaire, Jean-Désir? Je trouve ça touchant d'entendre Montaigne et Baudelaire de la littérature, parce que la littérature est essentielle pour voyager, se préparer. Puis en même temps, c'est extraordinaire, cette manière de dire
accepter cet inconnu. Et il y a des difficultés majeures. C'est vrai que 20 millions de touristes à Venise, ça fait beaucoup. Puis en même temps, peut-être qu'il faut y aller pendant l'hiver, quand il y a de la glace un peu. Là. Mais je caricature, là, mais j'aurais envie de dire que la difficulté, c'est surtout pas l'envie de voyager ou de se tourner vers l'inconnu. Jamais de ma vie, je voudrais dire, comme je serais démonté complètement s'il y avait une règle qui disait « t'as pas le droit de prendre l'avion plus que 2 fois par année. J'arrête là. Mais ce qui est nouveau dans l'histoire du monde, c'est qu'on est 8 milliards et demi au lieu de... Moi, quand je suis né, je dis à mes étudiants, on était 3 milliards sur la planète. Je suis pas né en 1754. Je veux dire, c'est quand même fascinant, cette espèce d'explosion démographique qui augmente les difficultés associées à cette nécessité, selon moi, d'être en voyage. Mais, en tout cas, j'arrête là, mais il y a une difficulté. Mais un des problèmes du surtourisme, selon moi, c'est qu'on ne va plus vers l'inconnu, justement. Tout le monde va dans les mêmes destinations, tout le monde veut la même photo. J'étais à Rome récemment, puis tout le monde voulait une photo à travers le trou d'une serrure où on voit le dôme de la basilique Saint-Pierre, puis il y avait des fils interminables. Donc, on va vers le connu. Et on n'explore plus. Qui va en voyage à Drummondville? Mais c'est ça. Mais il y a des êtres humains exceptionnels. Dans les campagnes, dans des lieux inconnus, sortir des sentiers battus. C'est ça, la vraie aventure. Stéphanie parlait de sortir de sa zone de confort. Combien vont rechercher absolument à trouver le McDonald's du centre-ville de Sao Paulo ou du centre-ville de Prague pour retrouver ce confort-là? Exactement. C'est ça. Le touriste va souvent essayer, parce que je voulais faire une petite distinction aussi entre tourisme et voyage. C'est pas tout à fait la même notion. Tu sais, le voyage, on voyage depuis toujours, en fait, mais le tourisme, lui, ça a quand même plus une histoire. Ça vient, en fait, c'est les Anglais, les aristocrates anglais, à la fin du 18e siècle, qui faisaient ce qu'on appelle le Grand Tour. Donc, le Big Tour de l'Europe. C'est les extrémistes du tour. Puis après, il y a eu toute une démocratisation ensuite du voyage. Il y a eu toute l'époque aussi, tu sais, les bains thermales, les stations thermales, le voyage pour guérir, il y a eu cette époque-là aussi. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'on a vraiment assisté plus à ce qu'on appelle le tourisme de masse, l'industrialisation, la commercialisation, non seulement du territoire, mais de l'expérience même du tourisme qui est devenu un peu une marchandise que les tour opérateurs, comme diraient les Français, hein, ils vont monnayer ça. Puis c'est là qu'on perd un peu peut-être le sens plus profond du voyage. Ah, c'est intéressant. Stéphanie, pour terminer, on l'évoquait un petit peu il y a quelques instants, mais on n'est pas obligé d'aller si loin. Bon, on en déplaise à M. Désy, là, qui tient à aller à prendre l'avion le plus souvent possible. Non, je vous taquine. Mais finalement, on peut, justement, comme Jean Désy, aller au Québec, faire le tour du Québec en motoneige. Il y a le moyen de voyager sans aller à l'autre bout du monde aussi. Bien, c'est ça, c'est l'idée d'une sortie du familier, mais je lisais une phrase qui disait « Le monde est plein de bouts du monde. » Tu traverses la rue pour aller à la rencontre de ton voisin, on peut se rendre à n'importe où dans le monde en l'espace de quelques heures, mais combien de temps ça peut prendre pour qu'on décide vraiment d'aller à la rencontre de quelqu'un qui habite tout près de chez nous? Il y a ça aussi. Moi, j'aime ça beaucoup, beaucoup parce que j'essaie de me justifier vis-à-vis de cet avion-là. J'organise un camp à l'intérieur de Brousse la semaine passée. On était 14, il y avait 10 étudiants de 20 ans et on fait une promenade à pied le long de l'arrière bras du Nord. On était 50 heures où là, on a mangé ensemble dans une cabane, pas d'électricité, et on s'en va pour écrire. C'est un voyage. Les flots qui sont là n'ont pas de cellulaire. Et on arrive après avoir marché 3 heures, puis on fait un atelier d'écriture. Puis après ça, on marche un autre 2 heures et on revient. C'est qu'on est parti 9 heures. Et là, on a écrit « Voici un voyage ». Mais extraordinairement écologique. Là. Y a-t-il quelque chose de plus écologique que ça? Là? Difficilement. Aucune essence. Là, je veux dire, j'ai fait partir mon petit brûleur pour faire du thé inuit. Il y avait, tu sais, 3 minutes. Mais je pense que la notion de voyage est extraordinairement variable. Le problème, c'est probablement cette espèce d'état touristico-délirant où là, tout le monde veut prendre la même photo de la Tour Eiffel. Puis une fois ça dit, je suis obligé d'ajouter quelque chose. Je suis allé, à cause de mon irrationalité, à New York, il y a 3 fins de semaine, avec une amie et sa fille. Là, je voulais que la fille et cette amie-là se rencontrent. Puis Times Square, là,
aïe aïe. C'est à la fois, tout et rien. Mais quand tu es à Times Square, là, moi, je vais là pour voir des shows à Broadway, c'est le bout du monde. Mais là, tu as l'impression que la planète entière est là. Il y a des Chinois, des Vietnamiens, des anglophones. Tout le monde parle arabe. Mais c'est le centre du monde. Tout d'un coup, tu te dis, waouh, as-tu envie de coucher là ce soir? Non. Mais il y a quand même une union de milliers de personnes dans un petit endroit qui est Times Square, là, comme le centre du monde. Tu t'en vas après 1 heure, là, mais en tout cas, j'arrête là. Il y a quelque chose d'indescriptible, une expérience complètement dépaysante complètement. Dans ça. Puis après ça, ben là, tu es dans Broadway. Puis là, il y a 100 shows qui se donnent en permanence là, avec des musiciens. Puis là, ben, tu te dis, ça existe-tu des endroits au monde où il y a une telle qualité de spectacle? Une autre manière, je trouve, Antoine, de voyager en restant chez soi, c'est de fréquenter des lieux d'une autre classe sociale ou d'une autre communauté culturelle. Ça peut être à l'intérieur de notre ville. Comme moi, je fais souvent ça, là, fréquenter des lieux de milliardaires, par exemple. Non, mais il y a un voyage qui peut se faire, je veux dire, il y a toutes sortes de voyages. On peut voyager dans le rêve, dans l'imaginaire, dans l'écriture, on le disait tantôt, dans la lecture. Mais puis même dans la méditation, j'ai trouvé une belle phrase d'un maître de l'hindouisme, Shankara, qui disait « C'est immobile que tu voyages le plus, car c'est dans la solitude que tu trouveras l'autre. Il faut t'asseoir au lieu qui te convient. » Eh, Seigneur! Il y a toutes sortes, comme je disais, de voyages. Tant qu'on veut sortir un peu du familier, on veut aller vers l'autre, mais l'autre qui peut être finalement en nous-mêmes aussi. Stéphanie Grimard, journaliste pour Le Verbe Média, merci beaucoup. Simon Lessard, chroniqueur pour Le Verbe Média et animateur des Verbomoteurs, un show extraordinaire qu'on peut voir sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Verbe. Bonjour et bienvenue, on n'est pas du monde. Bonjour Antoine, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Très heureux de t'entendre aujourd'hui pour nous parler du pèlerinage, qui est un type de voyage vraiment à part entière. Pour commencer, tiens, allons-y avec une question bonbon. T'as fait des pélés, Simon? J'en ai fait plusieurs, beaucoup de petits pèlerinages d'une journée. Des fois, aller, par exemple, de Québec à Sainte-Anne-de-Beaupré, 35 km de marche avec des amis, pourquoi pas? Hein? À pied? Un samedi d'hiver, pas en auto, hein? Mais à pied, évidemment. Ouais. Et puis, des grands pèlerinages à pied, j'en ai fait environ 5, je crois. Donc, 2 fois Compostelle, le Camino Frances en Espagne. J'ai fait aussi une fois pour découvrir plus chez moi. Donc, j'ai fait 2 pèlerinages au Québec, un de Ottawa à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, c'est à peu près 4 semaines de marche. Et puis, un aussi en rond, en Estrie. Donc, j'ai fait tout le tour de l'Estrie, mais tous les petits villages où on passe jamais. Et puis, j'ai fait une boucle comme ça, parce qu'à l'époque, je vivais à Sherbrooke. Et puis, je me rendais compte que je ne connaissais pas l'entourage en dehors de la ville. Et finalement, j'ai aussi traversé d'est en ouest la Pologne, donc sur des vieux chemins de Compostelle. Alors, c'est quoi la différence entre... Prenons l'exemple de quand tu as fait le tour de l'Estrie. Ça serait quoi la différence entre toi qui as fait ça et moi qui suis allé faire un tour, justement, comme touriste il y a quelques années dans ce coin-là? Comment tu ferais la distinction? Bien, je dirais qu'il ne faut pas trop trancher au couteau ces deux choses-là. Donc, on peut être touriste et pèlerin en même temps. Mais on est davantage touriste quand on est un peu plus porté sur l'extérieur, je dirais. Donc, on veut voir des choses nouvelles, on veut faire des activités. On dit d'ailleurs, j'ai fait, hein, c'est comme une liste là, qu'on coche. J'ai fait Paris, j'ai fait, je sais pas, Rio de Janeiro. Exactement. Donc, c'est un peu plus tourné vers l'extérieur, c'est pas exclusif. Et puis, je trouve qu'on est davantage pèlerin quand ce qu'on cherche, c'est une transformation intérieure de soi. Et là, vraiment, l'objectif va être un peu différent. Mais évidemment, dans un pèlerinage comme Compostelle, on va en voir des choses aussi on va en faire des choses aussi, et vice-versa. Quand tu es allé peut-être passer un week-end avec ta femme en Estrie, bien, il y a peut-être eu une transformation intérieure qui s'est opérée. Peut-être, qui sait. On dit des fois, quand on parle de pèlerinage, en fait, c'est ma collègue Marie qui disait ça, je ne sais pas à quel point c'est un adage populaire, mais que le pèlerinage commence au moment où on sort, on met le pied sur le seuil de la porte, où on sort de chez nous. Ce que ça signifie, cette expression-là, ça serait peut-être que le pèlerinage, dans le pèlerinage, le chemin est essentiel plus que la destination. En tout cas, il y a un rapport qui est différent. Oui, un rapport différent. On dit souvent ça, surtout à Compostelle. On dit l'important, c'est le chemin. Bon, moi, j'aime et j'aime pas cette phrase-là. Il faut quand même que ton chemin aille quelque part. Tu sais, je veux dire, si dans un très bel avion qui s'en va dans le cratère d'un volcan, ça a bien beau être un vol de luxe. C'est ça, ou un train qui s'en va dans un précipice. Non,
Donc, les deux sont importants. Ouais. La destination finale, qui donne le sens ultime des choses, mais le chemin. Et dans nos vies humaines, il y a des parallèles à faire. Il y a des gens que leur problème, c'est qu'ils n'en ont pas de destination finale. Ils ne savent pas où ils vont, ils tournent en rond, c'est pas clair où elle est mauvaise. Ils s'en vont dans une très mauvaise direction. Il y en a d'autres, ils ont un but très clair dans leur vie, mais le problème, c'est le chemin. Ils vont sans aimer les gens autour d'eux, ils vont trop vite, ils vont sans avoir cette attention. Et puis, donc, il faut qu'ils corrigent davantage leur manière de se rendre là où ils veulent aller. Fait que dans un pèlerinage, c'est quoi le rapport au chemin? Comment on vit le chemin lui-même dans un pèlerinage? Je dirais qu'on apprend à se questionner et à réajuster ces deux dimensions-là de notre vie. À se questionner sur le but ultime de notre vie et puis aussi à se questionner sur la manière dont on procède, dans les choix qu'on fait dans notre vie pour atteindre ces objectifs-là. Fait que le pèlerinage est souvent un moment de pause, là, même si on est en mouvement, ou de prise de conscience ou de questionnement sur le sens qu'on veut donner à notre vie? Je pense que c'est la raison première pour laquelle les gens décident de faire des grands pèlerinages. Je parle ici surtout de pèlerinage à pied, mais de plus en plus, on va voir des gens se retrouver en groupe, faire des pèlerinages dans des sanctuaires en Europe, en autobus, en voiture. Et puis, c'est possible aussi de vivre une transformation intérieure comme ça. C'est pas moins valide pour autant. C'est ça. Mais souvent, le pèlerinage va venir à un moment charnière de la vie où on a une grande décision à prendre, un changement. Je pense à Denis Coderre qui avait fait cette annonce-là. L'ancien maire de Montréal qui, il y a quelques mois, avait dit « Ah, il se faisait talonner par les journalistes à savoir s'il allait se présenter, je ne sais pas trop quel poste. Puis il a dit « Ah, je vais vous répondre après que j'avais fait Compostelle. » J'ai l'impression que la décision était prise avant le pèlerinage dans ce cas-ci. Mais c'est révélateur de ce que tu dis, là. Mais oui, exactement. Et c'est pourquoi? Parce que je rejoins ici ce que Stéphanie a dit cette semaine à l'émission. L'idée que le pèlerinage est une grande pause dans notre vie où on a le temps d'entrer en soi-même et donc de vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est essentiel. Parce que de même que physiquement, on va vivre une expérience extrême de retour à l'essentiel, hein, parce que c'est toute une expérience ascétique et corporelle aussi, le pèlerinage, bien, ça va nous amener à vivre cette même expérience-là au niveau spirituel. Qu'est-ce qui est l'essentiel de ma vie? Parlons-en de l'expérience ascétique. Le pèlerinage, c'est une expérience qui implique le corps. Hein? C'est pas juste un voyage astral ou un voyage sur Internet, comme on parlait plus tôt, mais ça met en mouvement mes pieds, mes jambes. Bon. Est-ce que... comment cette expérience-là du corps est importante dans le pèlerinage? Pour moi, elle est fondamentale parce que c'est à partir du corps, justement, qu'on va pouvoir s'élever à une dimension autre que corporelle et spirituelle. On ne peut pas aller directement dans le spirituel, sinon c'est un peu, justement, désincarné comme expérience. Donc, dans un pèlerinage, on redécouvre son corps, plein de muscles qu'on ne savait plus qu'ils existaient en nous. On a de la fatigue, on redécouvre c'est quoi avoir soif, avoir faim, avoir chaud. Des fois, on va coucher dans des dortoirs. Donc, on vit les ampoules aux pieds. Une pauvreté, une précarité aussi. Les ampoules, la douleur. On vit des moments où il faut s'arrêter, et c'est humiliant aussi, de dire je pensais être capable et je ne suis plus capable. Donc, les autres continuent si on est en groupe. Et il y a tout ça qu'on traverse. Il y a des joies aussi, comme la joie de prendre une douche. On redécouvre que boire de l'eau, prendre une douche, manger du pain, ça nous suffit là, pour nous donner un grand bonheur dans la vie. Les joies les plus simples nous suffisent. Je vois Jean opiner. En fait, je trouve ça vraiment fascinant de t'entendre. J'ajouterais, en mettant des gants blancs, que le pèlerinage, comme l'expédition, mais le pèlerinage est une entrée possible à la blessure physique. En pèlerinage, sur Compostelle, il y a au moins 4-5 patients. Là. Il y en a un qui avait un pied cassé, l'autre une madame. Mais est-ce que le monde font ça par masochisme? Non. Mais il y a une possibilité de se blesser qui, à certains moments, peut augmenter le sens du pèlerinage. J'arrête là, j'ai l'air d'un espèce de malade. Là. Pas du tout. Se blesser, chez les humains, il y a des limites là, a du sens dans la mesure où, une fois blessé, tu es obligé de t'arrêter. Tu ne peux plus marcher. Mais tout à coup, là, avec ta foulure à la cheville pendant 4 jours, là, il y a une obligation d'intériorité qui augmente la qualité du pèlerinage. J'arrête là. Mais c'est quand on ne sent pas sa blessure que c'est le pire, en fait. Ben oui. Et quand on la sent et qu'on l'identifie, vous êtes médecin, là, on peut commencer une guérison, aller demander de l'aide. C'est ça, mais... Le vrai problème, souvent, c'est que spirituellement, on ne la sent pas, sa blessure. Mais j'aime ça beaucoup, moi, parce que le monde dans lequel on est pour la santé. Je suis contre la santé, moi. Mais il y a des limites à dire jamais on doit être malade.
là, ça devient farfelu. Parce que nier la valeur de la maladie relative, nier la valeur de la fracture, puis ceux qui font du sport, du football, là, pourquoi ils jouent au football? C'est seulement pour gagner. Ils se blessent en ciboulette. Je semble caricaturer, là, mais il y a une immense qualité à faire quelque chose qui te met en danger de te blesser. Puis évidemment, mais plus la blessure est évidente, plus tu t'en rends compte. La blessure dont on ne se rend pas compte peut être perverse. Tout ça pour dire que l'idée de jamais voyager, d'être confortable et en sécurité est pathologique. Parce que ce que ça fait, puis là, je le dis, je suis certain de mon coup, ça crée des distorsions psychiques. Ou des plaies de lit. Des plaies de lit, mais la dépression anxieuse ou l'anxiodépression est nettement plus pathologique que quelqu'un qui, tout à coup, il a marché, puis là, il s'est blessé au genou, puis là, il sent qu'il ne pourra plus marcher 600 km, là, il y a une déchirure ligamentaire, il est opéré. C'est-tu triste? Ainsi va la vie, mais une fois que tu l'as dit, puis là, il me dit, je vais me réadapter. Tu vas voir, dans 5 ans, je vais marcher encore. OK, lâche pas. Puis c'est comme ça qu'on guérit. Parce que cette blessure-là vient un peu casser l'idée qu'on peut se faire de la vie où on est en contrôle, où on planifie, et vient avec ça une forme d'orgueil, là, je mets des guillemets, mais la blessure est Simon le disait bien, une forme d'humiliation, ou nous rend plus humbles, en tout cas. Puis vieillir, c'est déjà être frappé par une humilité obligatoire. Quand est-ce que je vais mourir? Puis la mort elle-même fait partie des plus grandes difficultés humaines, sans exception. Là. Mais est-ce qu'on fait le panégyrique de la mort? Là? Non. Mais quelque part, sans la spiritualité, sans le rapport au sacré, sans la foi religieuse pour beaucoup d'individus, bien là, la mort devient un non-sens total. Mais là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là, mais le pèlerinage est certainement justement une expérience formidable pour mieux vivre notre vie en général. Oui, parce qu'en fait, quand on y pense à un pèlerinage, ça ressemble à toute une vie humaine, mais en condensé, en quelques jours ou quelques semaines. Donc, évidemment, il y a un point de départ, un point d'arrivée, il y a des joies, il y a des peines. Il y a de l'inconnu aussi, il y a de l'imprévisible. Énormément d'inconnu. Même quand on s'illusionne d'avoir prévu notre voyage, c'est jamais ça qui arrive. Il y a des rencontres, il y a faut laisser des gens aussi, puis ça peut être douloureux. Des deuils à vivre aussi. Il y a évidemment des blessures, il y a des grandes joies, des grandes actions de grâce, puis finalement, il y a une arrivée aussi. Donc, il y a un accomplissement. Et je pense que c'est une des meilleures images de la vie. Et après, l'avantage des gens qui ont vécu un grand pèlerinage comme Compostelle, c'est que ça les marque toute leur vie et ils peuvent toujours y repenser. Ça leur donne cet outil-là après pour l'appliquer dans la vie, retrouver la même attitude qu'ils avaient sur le chemin, dans le chemin de la vie. Simon, une dernière remarque peut-être sur le Camino, là, sur le chemin de Compostelle. C'est en Espagne. Il peut faire chaud. On parlait du corps là, qui est éprouvé. Il y a une épreuve particulière avec cette chaleur-là, avec le soleil espagnol. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'en Espagne, les pèlerins marchent surtout très tôt le matin. Et puis les auberges nous aident, parce qu'il faut avoir quitté la plupart du temps avant 7 heures le matin, pour être sûr justement que ce ne soient pas des touristes qui profitent des auberges, mais des pèlerins. Donc on marche très tôt le matin, puis souvent vers midi, entre midi et 2 heures de l'après-midi, on arrête, on se repose. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on marche dans le sens du soleil, dans le sens de la lumière, donc d'est en ouest. Et plus on avance, plus notre ombre se trouve derrière nous. Et donc ça, c'est très beau spirituellement, plus on avance dans le sens de la lumière, plus on laisse notre ombre derrière nous. Et aussi, quand on est dans la tradition chrétienne, la lumière, le soleil, c'est un symbole très fort du Christ. Et d'une certaine manière, ce qu'on réalise en faisant un pèlerinage, c'est qu'on ne va pas seulement vers Dieu, vers le Christ, mais de plus en plus, on réalise qu'on marche avec lui à chaque moment. Et un peu comme l'air, qu'on oublie sa présence parce qu'il est partout, on finit dans un pèlerinage par réaliser que Dieu, il est partout, dans les personnes qu'on rencontre, dans les événements, dans les imprévus, dans la douleur. Dieu, on peut, dans la nature qui est si belle. Pas juste dans l'église de Santiago, exactement. De Compostelle. Oui, bien sûr, mais pas que. On devient comme des pèlerins d'Emmaüs. On réalise, on prend conscience, à un moment donné, nos yeux s'ouvrent, que Dieu marche avec nous. Simon Lessard, tu es journaliste pour Le Verbe Média, animateur des Verbomoteurs. Merci beaucoup pour ce topo sur le pèlerinage. Ça fait plaisir, Antoine. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com.
C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de se laisser, je voulais porter à votre attention le tout dernier recueil de poésie de notre invité Jean Désy qui s'intitule « Aimer la terre ». C'est publié à Mémoire d'Encrier, une maison d'édition québécoise. C'est sorti en août 2024. C'est disponible dans toutes les librairies. Jean, vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle « Torrent d'âme pour la terre ». En fait, c'est des poèmes signé par vous, accompagné de photographies de Luc Desilets. Parlez-nous de ce livre. Bien, en fait, Luc Desilets, je l'ai rencontré une fois au moment du lancement. C'était un ami Facebook, un député de BQ, le Bloc québécois. Et Facebook a des qualités. Puis en même temps, moi, je mets mes poèmes là souvent. Il y en a que je jette, mais beaucoup de mes recueils ces années-ci sont issus de poèmes que je mets sur Facebook. C'est que là, Luc a décidé de créer plusieurs recueils avec des photos, parce que c'est un photographe amateur. Son père s'appelait Antoine Desilets. Et là, tout à coup, il est devenu excité. Puis il dit, on va créer un recueil de poésie, puis on va appeler ça « Torrent d'âme pour la terre ». C'est mes poèmes, mais Luc a créé le livre, puis il a trouvé un éditeur, puis ben, ça a donné « Torrent d'âme pour la terre ». C'était comme un cadeau issu de Facebook où je mets des poèmes. Puis je ne l'ai jamais revu après, mais c'est un ami qui a décidé de se faire un plaisir avec ses photos. Là. Puis, bien, en tout cas, donc, ça a existé. Puis, en fait, puis il y a un livre couleur dans le monde de l'édition. Ben ouais, c'est ça. C'est pas mal plus cher qu'un livre pas couleur. Alors, c'est magnifiquement illustré par les photographies de Luc Desilets. Ça s'appelle « Torrent d'âme pour la terre ». Vous avez écrit aussi tout plein d'autres livres. Là, parlez à votre libraire là, pour avoir les autres titres de Jean Désy, plusieurs poèmes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On était vraiment ça a été adorable. J'aime beaucoup tout ce qui s'est dit. Merci mille fois. Merci à Stéphanie Grimard et Simon Lessard, journaliste pour le Verbe Média. Je remercie aussi Marianne Martin et Barthélémy Rieux à la technique, ainsi que Frédéric Bérubé et Marie Laliberté à la recherche. Et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.